Quand un homme sans abri est humilié par un millionnaire devant la reine, l'attitude d'un garde royal change tout et surprend tout le monde, y compris la monarque. « Dégage de ce trottoir, espèce de sale crasseux! Comment peux-tu avoir le culot de te mettre devant le palais dans cet état ?» cria un homme qui respirait l'élégance avec son costume fin, ses chaussures bien cirées et ses bijoux en or à un pauvre sans-abri qui observait les gardes royaux. Thomas Whitmore était assis à sa place habituelle, un recoin discret près de la porte secondaire du palais de Buckingham, où les touristes s'aventuraient rarement. Son manteau militaire usé, avec des insignes délavés que peu reconnaissaient encore, était le seul témoignage d'une vie passée qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre, complètement différent. Il ne mendiait pas activement. Il ne le faisait jamais. Il y avait quelque chose dans sa posture, même assis contre le mur humide de pierre, qui suggérait une dignité préservée au fil des années d'adversité. Son gobelet en papier était là, oui, mais Thomas passait la plupart du temps à observer les gens, ses yeux bleus clairs suivant des familles, des couples, des groupes d'amis qui passaient sur le trottoir en hâte. Parfois, quelqu'un s'arrêtait, déposait quelques pièces, murmurait des mots d'encouragement. Thomas remerciait toujours d'un signe de tête. Cet après-midi-là en particulier, une agitation inhabituelle animait les abords du palais. Des gardes royaux étaient positionnés à des intervalles plus rapprochés que d'ordinaire, et Thomas percevait la tension maîtrisée dans leurs gestes précis. Quelque chose d'important allait se produire, même s'il ne savait pas exactement quoi. Après 3 années à vivre dans ces rues, Thomas avait développé une sensibilité particulière au rythme et aux habitudes du palais. C'est alors qu'il vit le garde. Pas n'importe quel garde, mais celui que Thomas avait déjà remarqué, toujours au même poste pendant le service de l'après-midi. Grand, avec de larges épaules portant l'uniforme rouge caractéristique, avec une autorité naturelle, mais c'était quelque chose dans le regard de cet homme qui avait toujours capté l'attention du sans-abri. Alors que la plupart des gardes gardaient une expression impassible, faisant partie du théâtre touristique qui entoure le palais, celui-ci avait une intensité différente dans les yeux. Comme s'il évaluait toujours, comme s'il restait attentif non seulement au protocole, mais aux personnes elles-mêmes. Le garde s'appelait Jason White, bien que Thomas ne le sache pas encore. Jason avait 32 ans et servait depuis 12 ans dans la garde de la reine, un poste qu'il avait atteint grâce à des années de service irréprochables dans les forces armées. Il y avait quelque chose dans son parcours qui le distinguait de ses collègues, une compréhension viscérale que l'uniforme qu'il portait représentait quelque chose de plus grand que les protocoles et les cérémonies. Thomas observa Jason vérifier discrètement sa montre, un geste si subtil que la plupart ne l'auraient pas remarqué, mais qui, pour quelqu'un entraîné à observer le comportement humain, révélait une attente. Quelque chose allait définitivement se produire. La réponse vint quelques minutes plus tard, lorsqu'une série de voitures commença à s'approcher par la rue latérale. Ce n'étaient pas les lourds véhicules officiels qui transportaient généralement la royauté lors des occasions formelles, mais des berlines élégantes et discrètes qui suggéraient un événement plus modeste, peut-être une sortie informelle ou un retour d'un engagement particulier. La foule, qui quelques instants plus tôt marchait distraite, commença à se rassembler, des téléphones se levant en anticipation. Thomas resta là où il était, sans bouger. Il avait appris depuis longtemps que sa place dans le monde n'incluait pas de s'immiscer dans des moments qui ne lui appartenaient pas. Mais il continua d'observer, parce qu'observer était tout ce qu'il lui restait. Une manière de rester connecté à l'humanité même lorsqu'il avait l'impression de ne plus y appartenir entièrement. C'est alors que Victor Ashford sortit de l'un des restaurants voisins. Victor était le genre d'homme qui occupait l'espace de façon agressive, comme si le monde était une scène montée exclusivement pour sa performance. Son costume était parfaitement taillé, coûtant probablement plus que 3 mois de salaire d'un travailleur moyen.
Ses chaussures brillaient même sous la bruine, et la montre à son poignet était du genre que certaines personnes mettent des années à économiser pour acheter. Il était accompagné de 2 autres hommes, tout aussi bien habillés, et d'une femme blonde qui riait trop fort à ses blagues, ce rire performatif qui cherchait constamment la validation. Victor avançait avec la grande foulée de ceux qui croient que les obstacles doivent naturellement s'écarter de leur chemin, et c'est exactement ce qu'il attendit lorsqu'il remarqua le petit attroupement près des grilles du palais. Sans hésiter, il commença à se frayer un passage dans la foule, utilisant ses épaules pour se faire de la place, marmonnant des excuses qui ne sonnaient pas du tout sincères. C'est là qu'il faillit trébucher sur Thomas. Thomas avait ramené ses genoux contre sa poitrine pour prendre moins de place lorsque la foule avait commencé à grossir, mais malgré cela, sa présence là, à ce moment-là, devint une gêne pour Victor Ashford. Victor s'arrêta net, baissa les yeux avec une expression mêlant surprise et dégoût, comme s'il venait de découvrir quelque chose de désagréable sous sa chaussure. « Tu devrais trouver un autre endroit pour faire quoi que ce soit que tu fais ici, » dit Victor, sa voix prenant ce ton particulier que les riches utilisent parfois envers ceux qu'ils considèrent inférieurs, un mélange de mépris et de fausse inquiétude qui ne trompe personne. Thomas leva les yeux, mais ne dit rien. Il avait appris que le silence était souvent la réponse la plus sûre. Mais Victor interpréta ce silence comme un défi, ou peut-être simplement comme une occasion de jouer devant son public. « Sérieusement, regarde-toi », continua Victor, élevant volontairement la voix pour s'assurer que les gens autour puissent l'entendre. « C'est l'un des endroits les plus importants de Londres, et toi tu es là, à salir le trottoir, à faire fuir les touristes. Tu n'as pas honte ?» La femme blonde à côté de Victor lâcha un rire nerveux et l'un des hommes marmonna quelque chose sur le problème des sans-abri de nos jours, mais personne dans la foule ne répondit avec approbation. En réalité, Thomas remarqua plusieurs regards fixés sur Victor avec un malaise visible. « Je ne dérange personne, » dit finalement Thomas, sa voix basse mais claire, avec un accent qui trahissait une éducation formelle à un moment de son passé. « Tu ne déranges pas ?» Victor rit, mais c'était un rire sans joie. « Ta simple présence ici est dérangeante. Les gens viennent ici pour voir la grandeur, l'histoire, la majesté, et au lieu de ça, ils trouvent, enfin, toi. » C'est à ce moment-là que les voitures officielles s'arrêtèrent enfin près des grilles et la foule se pressa davantage, essayant d'avoir une meilleure vue. Victor, déterminé à ne pas manquer l'occasion, se mit à pousser plus agressivement à travers les gens, et ce faisant, son pied heurta le gobelet en papier de Thomas, éparpillant les quelques pièces sur le trottoir mouillé. « Oups !» dit Victor, sans la moindre sincérité. « Dommage !» Thomas regarda les pièces rouler sur la pierre sombre, disparaissant entre les pieds de la foule. Il y en avait peut-être pour 3 livres au total, assez pour un thé chaud et peut-être un sandwich simple plus tard. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, et maintenant c'était perdu. Il commença à se baisser pour essayer d'en récupérer ce qu'il pouvait, mais Victor s'éloignait déjà, absorbé par l'excitation de la foule. Ce que Victor Ashford ne savait pas, ce que personne ne savait à ce moment-là, c'est que Jason White avait observé toute l'interaction. Jason était positionné à seulement 10 mètres de là, immobile à son poste comme l'exigeait le protocole, mais ses yeux avaient capté chaque mot, chaque geste, chaque nuance de ce moment de cruauté ordinaire. Jason connaissait des hommes comme Victor Ashford. Il avait servi sous le commandement de certains d'entre eux au début de sa carrière militaire, des officiers qui voyaient les soldats du rang comme des pièces interchangeables sur un échiquier personnel. Mais il avait aussi servi avec des hommes comme Thomas semblait être, des hommes qui portaient leur dignité même quand le monde leur refusait presque tout. La porte de l'une des voitures officielles s'ouvrit et une silhouette en sortit, protégée par un parapluie discret. Ce n'était pas la reine elle-même, comme beaucoup dans la foule l'avaient espéré,
Mais la princesse Anne, connue pour son travail infatigable auprès des œuvres caritatives et sa personnalité sans chichi. Elle revenait d'une visite dans un hôpital local dans le cadre de son programme constant d'engagement qui faisait rarement les gros titres, mais maintenant la pertinence de la famille royale dans le tissu social britannique. La princesse commença à marcher vers les grilles, accompagnée de 2 agents de sécurité discrets, quand son regard balaya la foule. C'était une habitude développée au fil des décennies d'apparitions publiques, cette capacité de réellement voir les gens plutôt que de simplement regarder à travers eux. Ses yeux se posèrent brièvement sur Victor Ashford, qui était presque suspendu à la barrière de sécurité. Téléphone levé, souriant avec cette expression exagérée que les gens prennent lorsqu'ils veulent s'assurer d'obtenir la meilleure selfie possible. Mais ensuite, ses yeux rencontrèrent Thomas, encore accroupi sur le trottoir, ramassant des pièces avec une dignité silencieuse qui contrastait brutalement avec la scène autour de lui. Quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses épaules restaient droites, même dans cette position vulnérable, attira l'attention de la princesse. Elle s'arrêta un instant, ses yeux se plissant légèrement, et Jason White vit la reconnaissance traverser son visage. C'était le manteau. Le manteau militaire usé que Thomas portait n'était pas n'importe quel vieux vêtement. Pour des yeux entraînés, les insignes délavés racontaient une histoire précise. La princesse Anne, qui avait été colonel en chef de plusieurs régiments au cours de sa vie, reconnut ces marques. Elle dévia légèrement de sa trajectoire, se dirigeant vers l'endroit où se trouvait Thomas, ses agents de sécurité immédiatement en alerte, mais laissant le mouvement se faire. La foule, comprenant que quelque chose d'inhabituel était en train de se passer, commença à se calmer, une vague de silence se répandant comme des cercles dans une eau immobile. Victor Ashford, pourtant, ne remarqua pas le changement immédiatement. Il était tellement absorbé par la recherche de l'angle parfait pour sa photo, tellement concentré sur le fait de documenter sa proximité avec la royauté pour ses abonnés sur les réseaux sociaux, qu'il ne vit pas la princesse s'approcher de Thomas. « Monsieur », dit la princesse Anne, sa voix portant cette autorité tranquille qui vient non pas des cris, mais d'une confiance absolue. « Vous avez servi dans le 2e bataillon ?» Thomas, encore accroupi, releva la tête si vite qu'il faillit perdre l'équilibre. Ses yeux, qui quelques instants auparavant étaient fixés sur les pièces sur le trottoir, rencontrèrent maintenant ceux de la princesse, et l'on y voyait un mélange complexe d'émotions. La surprise, la honte, mais aussi quelque chose qui avait été absent depuis longtemps, une lueur d'orgueil ancien. « Oui, Votre Altesse royale, » répondit-il, la voix légèrement brisée, et puis, comme si le corps se souvenait de quelque chose que l'esprit avait tenté d'oublier, il commença à se lever, se mettant au garde à vous, même vêtu de haillons, même avec des pièces encore éparpillées à ses pieds. La foule était maintenant complètement silencieuse. Des téléphones qui, quelques instants plus tôt, prenaient des selfies, filmaient désormais cette scène inattendue. Victor Ashford, comprenant enfin que quelque chose se passait, baissa son propre téléphone, son expression passant de l'excitation performative à une confusion réelle. « Combien de temps avez-vous servi ?» demanda la princesse, et il y avait dans sa voix quelque chose, une chaleur qui transformait la question formelle en quelque chose de plus personnel. « 14 ans, madame, » répondit Thomas, et ses mains, qui avait légèrement tremblé en ramassant les pièces, était maintenant ferme le long de son corps, ses muscles se souvenant de postures répétées des milliers de fois dans une autre vie. « Et où avez-vous servi ?» continua-t-elle, faisant un pas de plus, complètement indifférente au trottoir mouillé, à la foule qui regardait, au protocole qui disait probablement qu'elle devrait franchir les grilles du palais à cet instant. Thomas hésita. Il y avait des endroits qu'il avait vus, des choses qu'il avait faites, qui ne se traduisaient pas facilement en conversation polie.
Mais l'expression sur le visage de la princesse n'était pas celle d'une curiosité légère. C'était celle de quelqu'un qui comprenait que certaines questions devaient être posées, que certaines histoires devaient être reconnues. Irak, madame, puis Afghanistan, 2 missions dans chaque. La princesse Anne acquiesça, et quiconque savait lire ses expressions pouvait voir le respect sincère dans ses yeux. Elle avait passé des décennies à travailler avec des vétérans, à visiter des hôpitaux militaires, à comprendre le coût réel du service que tant de gens considéraient comme acquis. « Et maintenant vous êtes ici, dit-elle. Et ce n'était pas un reproche, mais la reconnaissance d'une réalité qu'ils savaient tous deux plus courante qu'elle ne devrait l'être. C'est alors que Victor Ashford, peut-être parce qu'il sentait qu'il perdait le contrôle du récit, peut-être parce qu'il ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention, décida d'intervenir. « Votre Altesse royale, dit-il, prenant ce ton de fausse sollicitude qui fit visiblement tressaillir plusieurs personnes dans la foule. Cet homme est ici depuis des heures. Il dérange les touristes, il donne une très mauvaise image de cette zone historique. J'essayais justement de lui expliquer qu'il existe des refuges appropriés où il pourrait rester. » La princesse se tourna vers Victor et l'atmosphère sembla chuter de plusieurs degrés. Il y avait dans la façon dont elle le regardait une évaluation complète et instantanée qui montrait clairement qu'elle avait mesuré Victor Ashford et trouvé sa mesure très insuffisante. « Et qui êtes-vous » demanda-t-elle, et bien que la question fût simple, elle portait un poids qui fit reculer Victor d'un demi-pas. « Victor Ashford, madame, je suis président d'Ashford Investments. Nous gérons plus de 200 millions d'actifs et… »« Je ne vous ai pas demandé ce que vous faites, » l'interrompit la princesse, sa voix tranchant les mots de Victor comme une lame dans du papier. « Je vous ai demandé qui vous êtes. » Le silence qui suivit fut si profond que le bruit de la pluie sur le trottoir semblait tonitruant. Victor ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit, mais aucun mot ne sortit. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie adulte, il faisait face à quelqu'un qui n'était pas impressionné par son argent, son statut, sa liste soigneusement cultivée de réussites professionnelles. Cet homme, poursuivit la princesse Anne, revenant vers Thomas tout en parlant assez fort pour que tout le monde autour entende clairement, a passé 14 ans à servir son pays. Il est allé dans des endroits où vous auriez probablement peur d'aller en vacances. Il a fait des choses qui vous ont permis de bâtir votre fortune en paix et en sécurité, et vous pensez avoir le droit de l'humilier parce que les circonstances de la vie l'ont amené à un moment difficile. Victor commença à bredouiller quelque chose à propos de ne pas avoir voulu manquer de respect, mais la princesse n'avait pas terminé. « La richesse, dit-elle, et chaque mot tombait comme une pierre dans une eau immobile, créant des ondes qui s'étendaient dans la foule silencieuse, est l'une des choses les plus faciles à accumuler si l'on a les bonnes circonstances, la bonne éducation, les bons contacts, le caractère, la dignité, le sacrifice. Voilà des choses bien plus rares. Et d'après ce que je viens de voir, monsieur Ashford, vous avez peut-être l'abondance du premier, mais vous êtes cruellement déficient dans les seconds. » C'est à ce moment-là que Jason White bougea. Les protocoles étaient clairs sur le moment où les gardes royaux pouvaient rompre la formation. Menaces contre la famille royale, urgence médicale, ordre direct des supérieurs. Ce que Jason s'apprêtait à faire n'entrait dans aucune de ces catégories. Mais il y avait des choses qui dépassaient les protocoles, certaines situations où être humain devait passer avant être soldat. Jason s'avança à pas mesurés jusqu'à l'endroit où se trouvaient la princesse Anne et Thomas. Chaque mouvement précis, sa présence imposant l'attention sans l'exiger. Lorsqu'il s'arrêta à côté de Thomas, l'alignement forma une image puissante. La princesse, le vétéran sans-abri et le garde royal, 3 représentations différentes du service à la nation, unis dans un moment déjà capturé par des dizaines de téléphones.
« Votre Altesse royale, dit Jason, sa voix ferme mais respectueuse. « Avec votre permission, j'aimerais parler. » La princesse Anne se tourna vers lui, et Jason vit la reconnaissance dans ses yeux. Elle l'avait remarqué auparavant, lors de ses entrées et sorties, ce garde qui semblait vraiment prêter attention au lieu de simplement exécuter des mouvements répétés. Elle inclina la tête, accordant sa permission. « J'ai vu ce qui s'est passé ici aujourd'hui, » commença Jason. Et bien qu'il parlât ostensiblement à la princesse, ses paroles étaient destinées à la foule, à Victor Ashford, à tous ceux qui écoutaient. J'ai vu un homme arriver sur ces trottoirs à la recherche d'un spectacle, d'une photo pour ses réseaux sociaux, de quelque chose à montrer à ses amis pour prouver qu'il s'est tenu près de la grandeur. Et j'ai vu un autre homme assis en silence, ne demandant rien, ne dérangeant personne, existant simplement dans un espace public comme tout citoyen en a le droit. Jason fit une pause, laissant ses mots s'installer, et lorsqu'il reprit, il y avait dans sa voix une intensité venue de très loin. J'ai servi moi aussi, 8 ans dans les forces armées avant de rejoindre la garde. J'ai vu des hommes comme Thomas. Il acquiesça vers le vétéran. Des hommes qui ont tout donné, non parce qu'ils attendaient une récompense, non parce qu'ils voulaient de la reconnaissance, mais parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et j'ai vu des hommes comme vous. Il se tourna vers Victor. Et il y avait dans son regard quelque chose qui fit reculer l'homme d'affaires d'un pas de plus. Des hommes qui mesurent leur propre valeur à la taille de leur compte bancaire et utilisent ensuite cette richesse comme justification pour traiter les autres comme moins qu'humains. Victor tenta d'interrompre, le visage rougissant, mais Jason continua, sa voix s'élevant suffisamment pour couper toute protestation. « Vous voulez savoir ce qu'est la vraie grandeur, monsieur Ashford ? Ce n'est pas la somme d'argent que vous gérez. Ce n'est pas le nombre d'actifs que vous contrôlez. Ce n'est pas la selfie parfaite avec la royauté. C'est la manière dont vous traitez les gens quand vous n'avez rien à y gagner. C'est conserver sa dignité quand le monde vous refuse tout le reste. C'est sacrifier son propre confort, sa propre sécurité, sa propre vie potentiellement, pour que d'autres puissent vivre en paix. » La foule, qui était restée silencieuse, commença à murmurer en signe d'approbation. Certains commencèrent à applaudir, mais Jason leva une main, demandant le silence. Il n'avait pas fini. « Cet homme, » dit Jason en posant une main sur l'épaule de Thomas, « a probablement vu des choses que vous ne pourriez pas encaisser dans vos pires cauchemars. Il a probablement perdu des amis, porté des camarades blessés, pris en quelques secondes des décisions que vous passeriez des semaines à débattre dans vos salles de réunion confortables. Et ensuite il est rentré chez lui, dans une société qui oublie vite, qui voit les vétérans comme des statistiques plutôt que comme des personnes, qui dit « Merci pour votre service, mais n'offre pas l'aide réelle, continue, dont tant ont besoin pour se réinsérer dans la vie civile. » Thomas regardait le sol maintenant, ses épaules tremblant légèrement, et Jason serra son épaule un peu plus fort. Un lien silencieux entre deux hommes qui partageaient quelque chose que les civils ne pourraient jamais comprendre complètement. « Vous savez ce qui me met vraiment en colère ?» continua Jason, et maintenant il y avait une passion dans sa voix qui transformait ses mots en quelque chose de plus qu'un discours, quelque chose de plus proche d'une confession. Ce n'est pas qu'il existe des gens comme vous, monsieur Ashford, des gens qui valorisent l'argent au-dessus du caractère. Le monde a toujours eu ces gens-là. Ce qui me met en colère, c'est que nous, en tant que société, permettons à ces gens de définir ce que signifie le succès. On voit quelqu'un dans un costume cher et on suppose la sagesse. On voit quelqu'un dans la rue et on suppose l'échec. Mais si nous mesurions les mauvaises choses, et si l'homme sans abri en savait plus sur le courage, sur le sacrifice, sur le vrai sens d'être humain, que le millionnaire n'en saura jamais. La princesse Anne observait Jason avec une expression mêlant surprise et quelque chose qui ressemblait à de la fierté.
Elle avait entendu bien des discours dans sa vie, bien des mots soigneusement préparés, mais rarement elle avait vu quelqu'un parler avec une authenticité aussi brute, avec un malaise aussi visible face à l'injustice. « Sergent White », dit-elle doucement, et l'usage de son grade au lieu de simplement « garde » fit relever la tête de Jason. « Vous avez raison, bien sûr, et je crois qu'il est temps que nous fassions plus que simplement parler de ces questions. » Elle se tourna vers Thomas, qui avait relevé les yeux, des larmes traçant des lignes nettes à travers la saleté sur ses joues. « Monsieur, » dit-elle, « j'aimerais vous faire une invitation. La semaine prochaine, je présiderai un événement caritatif pour les vétérans sans-abri. J'aimerais beaucoup que vous veniez comme mon invité personnel, pas pour être exhibé, pas pour servir d'exemple, mais parce que je pense que vous avez une perspective que nous devons entendre. » Thomas ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il regarda la princesse, puis Jason, puis la foule autour, comme s'il n'arrivait pas à traiter pleinement ce qui était en train de se passer. « Je n'ai pas de vêtements convenables pour… » commença-t-il, mais la princesse l'interrompit avec douceur. « Cela peut s'arranger. Ce dont j'ai besoin, ce ne sont pas vos vêtements, c'est votre voix, votre expérience, votre histoire. Combien d'autres hommes et femmes sont dans les rues aujourd'hui parce que nous n'avons pas eu le soutien adéquat quand vous en aviez besoin? Combien d'histoires comme la vôtre existent sans que personne ne les entende? » Elle fit une pause, puis reprit avec une intensité qui fit pencher involontairement chaque personne de la foule vers l'avant. « Nous vous avons laissé tomber. En tant que nation, en tant que société, nous vous avons laissé tomber. Je ne peux pas annuler cela, mais je peux m'assurer que votre voix soit entendue, que votre histoire soit racontée, que peut-être, juste peut-être, nous puissions éviter que d'autres suivent le même chemin. » C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une femme dans la foule, une dame plus âgée aux cheveux gris et aux yeux bienveillants, commença à s'avancer vers Thomas. Elle tenait un billet de 20 livres. « S'il vous plaît, » dit-elle en tendant l'argent, « prenez ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut peut-être aider. » Thomas regarda l'argent, puis la femme, et quelque chose dans son expression se brisa. Ce n'était pas la supplication que Victor avait cru voir dans son silence plus tôt. C'était une gratitude pure, brute, le genre d'émotion qui naît quand on a été invisible si longtemps que toute reconnaissance de son humanité ressemble à un miracle. « Je ne peux pas, » commença-t-il, mais la femme pressait déjà l'argent dans sa main. « Si, vous pouvez, et vous allez le faire, » dit-elle fermement. « Mon mari a servi au Malouines. Il a eu de la chance, il est revenu, il a reçu le soutien dont il avait besoin. Mais j'en ai vu tant d'autres qui ne l'ont pas eu. S'il vous plaît, acceptez ça non comme de la charité, mais comme une reconnaissance, comme des excuses de la part de nous tous qui n'avons pas fait assez. » Et puis, comme si une digue avait cédé, d'autres personnes commencèrent à s'approcher. Un jeune homme retira son propre manteau et le tendit à Thomas. Une femme portant un petit enfant demanda à son mari d'aller au café voisin chercher de la nourriture chaude. Personne après personne, offrant ce qu'elle pouvait, non avec pitié, mais avec respect. Victor Ashford restait immobile, regardant tout cela se dérouler, son visage devenu un masque d'émotions complexes. De la honte, certainement, mais aussi de la confusion, comme si le monde s'était soudain mis à fonctionner selon des règles qu'il ne comprenait pas. La femme blonde qui l'accompagnait s'était éloignée, visiblement mal à l'aise de cette association, et ses deux collègues hommes d'affaires semblaient chercher à devenir invisibles. Jason observa Victor longuement, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait perdu une partie de sa passion brûlante, remplacée par quelque chose de plus proche de la compassion. « Il n'est pas trop tard pour vous, monsieur Ashford, » dit Jason. « Il n'est pas trop tard pour reconnaître qu'il y a plus dans la vie que l'accumulation, qu'il y a plus dans le fait d'être humain que de gérer des actifs.
Que peut-être, juste peut-être, la véritable mesure d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est prêt à donner. Victor regarda Jason, puis Thomas, désormais entouré de personnes offrant de l'aide, offrant de la solidarité, offrant cette humanité de base qui aurait toujours dû être là. Et alors, dans un mouvement qui surprit tout le monde, surtout lui-même, Victor commença à marcher vers Thomas. La foule s'écarta, laissant un passage, et Victor s'arrêta à quelques pas du vétéran. Pendant un long moment, personne ne parla. La pluie s'était arrêtée, et un rayon de soleil de fin d'après-midi perçait les nuages, éclairant la scène d'une lumière dorée, presque théâtrale. « commença Victor, la voix étranglée. J'avais tort. Les mots sortirent difficilement, comme s'ils étaient physiquement douloureux à prononcer, mais il y avait en eux une sincérité naissante qui transformait l'instant de performatif en authentique. Je t'ai regardé et je n'ai vu que quelqu'un qui avait échoué. Quelqu'un qui n'avait pas assez travaillé, pas assez fait d'efforts. J'ai vu ce que j'ai peur de devenir. Et j'ai transformé cette peur en cruauté, parce qu'il est plus facile de te blâmer que d'examiner mon propre privilège aveugle. Thomas regardait Victor maintenant, et il y avait dans son expression quelque chose qui n'était ni triomphe, ni satisfaction de voir son agresseur humilié, mais plutôt une compréhension profonde, presque triste, de combien de courage ces mots avaient exigé. « Je ne veux pas ton argent, » dit doucement Thomas, sa première véritable contribution à la conversation depuis que la princesse Anne avait tout déclenché. « Je ne veux pas ta pitié. Ce que je veux, ce que nous voulons tous, » il fit un geste vague vers les rues autour, vers les autres sans-abri qui existaient forcément quelque part dans le paysage urbain, « c'est être vu. Pas comme des problèmes à régler, pas comme des statistiques, pas comme des échecs moraux, mais comme des personnes. Juste des personnes qui ont traversé des choses difficiles et qui ont besoin d'un peu d'aide pour se relever. » Sa voix, qui avait commencé hésitante, gagnait maintenant en assurance, des années de silence forcé se brisant enfin. « Je ne me suis pas réveillé un jour en décidant de vivre dans la rue. Je suis revenu de ma dernière mission avec des choses dans la tête que je ne savais pas traiter. Les bruits me faisaient plonger à la recherche d'un abri. Les foules me faisaient paniquer. Je n'arrivais pas à garder un travail parce que je n'arrivais pas à me maintenir moi-même debout. Et lentement, si lentement que je l'ai à peine remarqué avant qu'il ne soit trop tard, j'ai tout perdu. Mon appartement, mes amis, ma dignité, ou du moins c'est ce que je croyais. » Il regarda autour de lui tous ces visages qui le fixaient, toute cette attention posée sur lui d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il portait l'uniforme. « Mais j'ai appris quelque chose en étant ici, dans ces rues. J'ai appris qu'on ne perd pas sa dignité parce qu'on perd son adresse. On ne perd pas sa valeur parce qu'on perd son compte en banque. On peut vous enlever ces choses-là, mais qui vous êtes, ce que vous avez fait, les sacrifices que vous avez faits, personne ne peut vous l'enlever, même quand ils essaient de vous faire l'oublier. » La princesse Anne souriait maintenant, un sourire sincère qui changeait son visage, et Jason sentit une vague d'émotion qu'il dut repousser, gardant la maîtrise que son entraînement exigeait. « Monsieur, » dit la princesse à Thomas, « j'aimerais faire plus que simplement vous inviter à un événement. J'aimerais vous mettre en relation avec des ressources, avec des personnes qui peuvent vous aider à trouver un logement stable, un traitement pour ce que vous traversez psychologiquement, peut-être même un emploi si cela vous intéresse. Mais plus important encore, j'aimerais que vous m'aidiez. Que vous m'aidiez à comprendre ce que nous devons faire réellement en tant que société, pour que des vétérans comme vous ne passent plus jamais entre les mailles du filet. » Elle se tourna vers Jason. « Et vous, sergent White, vous vous souciez manifestement profondément de ces questions. J'aimerais que vous vous impliquiez aussi. Nous avons besoin de voix comme la vôtre, de personnes qui comprennent à la fois le service militaire et les failles du système. » Jason acquiesça,
incapable de faire confiance à sa voix à cet instant. Il y avait quelque chose de profondément irréel à se tenir là, en uniforme, interpellé par la royauté sur des questions qu'il avait tenues éveillées tant de nuits, des questions qu'il avait crues trop grandes, trop systémiques, pour que quiconque puisse les affronter. Victor Ashford se tenait là, toujours visiblement mal à l'aise, mais quelque chose dans sa posture avait changé. L'arrogance défensive avait laissé place à quelque chose de plus proche d'une humilité réelle. « J'aimerais aider aussi, » dit-il, et cette fois sa voix était plus assurée. « Financièrement, je veux dire. Je sais que l'argent ne règle pas tout, mais j'ai des ressources. Et il est peut-être temps d'utiliser ces ressources pour quelque chose de plus significatif que d'accumuler encore plus de richesses. » La princesse Anne l'observa longuement, et Jason vit qu'elle pesait la sincérité contre la mise en scène, la substance contre le spectacle. Finalement, elle inclina la tête. « Anne, alors je vous tiendrai à cette promesse, monsieur Ashford. Pas un don unique qui vous permettrait de vous sentir mieux avec vous-même, mais un engagement réel, continu. Nous verrons si votre prise de conscience d'aujourd'hui dure. » La foule commença à se disperser lentement, les gens retournant à leur vie, mais visiblement transformés par ce qu'ils avaient vu. Des téléphones avaient tout capturé, et Jason savait que des vidéos de cet instant circuleraient en ligne dans les heures à venir. Il se demanda comment sa rupture de protocole serait reçue par ses supérieurs, s'il y aurait des conséquences pour son discours non autorisé. Mais en regardant Thomas, en voyant la façon dont le vétéran se tenait désormais debout, plus recroquevillé contre un mur, mais droit, digne, enfin vu comme l'homme qu'il avait toujours été, Jason décida que toutes les conséquences en valaient la peine. La princesse Anne organisait des cartes de contact, s'assurant que Thomas ait des moyens de la joindre, quand l'un des agents de sécurité discrets s'approcha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle acquiesça, manifestement rappelée à d'autres obligations qui l'attendaient. « Monsieur, dit-elle à Thomas, je dois y aller, mais s'il vous plaît, prenez contact. Je suis sérieuse. Votre histoire doit être entendue. Votre voix doit faire partie de la conversation. » Thomas inclina la tête, serrant les cartes comme si c'étaient les objets les plus précieux qu'il ait jamais tenus. « Merci, dit-il, la voix se brisant à nouveau. « Merci de m'avoir vu. » Ces mots, simples mais chargés de tant de sens, restèrent suspendus dans l'air, tandis que la princesse inclinait une dernière fois la tête et commençait à marcher vers les grilles du palais. Ses agents de sécurité l'encadraient, mais elle s'arrêta encore une fois, se tournant vers la foule restante. « Vous avez tous vu quelque chose d'important aujourd'hui, » dit-elle, sa voix portant dans l'air calme de l'après-midi. « Vous avez vu ce qui arrive quand nous nous regardons vraiment, quand nous reconnaissons l'humanité là où la société nous a appris à l'ignorer. Ne laissez pas cet instant n'être qu'un instant. Emportez-le avec vous. Voyez les personnes qui passent à côté de vous dans la rue. Reconnaissez que chacune d'elles a une histoire, un parcours, une dignité qui mérite le respect. » Et puis elle disparut derrière les grilles historiques, mais les ondes qu'elle avait déclenchées continuaient de s'étendre. Jason s'autorisa enfin à se détendre légèrement, même s'il était toujours techniquement en service. Il se tourna vers Thomas, qui était entouré par la femme âgée, qui avait été la première à lui offrir de l'argent, désormais engagé dans une conversation sérieuse sur les refuges qui avaient les meilleurs services, sur les associations les plus utiles. « Ça va aller ?» demanda Jason à voix basse. Thomas le regarda, et il y avait encore des larmes dans ses yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de possibilité. « Je crois que oui, » dit-il. « Pour la première fois depuis longtemps, je crois que oui. »« Je suis sérieux quand je dis que je veux rester impliqué, » dit Jason. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez un message à la caserne. Ils sauront comment me trouver. » Thomas acquiesça, puis, dans un geste qui les surprit tous les deux, tendit sa main. Jason la serra, et les deux hommes restèrent ainsi un moment,
2 personnes qui avaient servi leur pays de façon différente, dont les chemins s'étaient croisés dans cet instant improbable, et qui avaient décidé que ce croisement signifierait quelque chose. Victor Ashford était encore dans les parages, observant, et quand Thomas s'éloigna finalement avec la femme âgée, Victor s'approcha de Jason. « J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas ?» dit-il. Et il y avait dans sa voix une vulnérabilité que Jason imagina rare. « Oui, » répondit Jason, sans chercher à adoucir. « Mais vous avez aussi eu le courage de l'admettre. C'est quelque chose. Ce n'est pas suffisant, pas encore, mais c'est un début. »« Comment je fais mieux ?» demanda Victor, et la question était si directe, si sincèrement déconcertée, que Jason faillit rire. Voici un homme qui avait probablement négocié des affaires à des millions, qui avait probablement des conseillers pour chaque aspect de sa vie, et il n'avait aucune idée de comment simplement être une meilleure personne. « Vous commencez par voir les gens, » dit Jason. « Pas comme des opportunités, pas comme des obstacles, pas comme des choses à gérer ou à ignorer, mais comme des personnes. Vous commencez par reconnaître que le privilège n'est pas la même chose que le mérite, que la richesse n'est pas la même chose que la valeur, que l'homme en costume cher et l'homme en haillons ont tous deux une dignité, une histoire, une humanité. » Victor hocha lentement la tête, assimilant, et Jason voyait des rouages mentaux tourner, essayant d'intégrer ses idées dans une vision du monde qui ne les avait probablement jamais accueillies auparavant. « C'est bien plus difficile que d'écrire un chèque, n'est-ce pas ?» dit finalement Victor. « Bien plus difficile ?» confirma Jason. « Mais bien plus important aussi. » 3 semaines plus tard, Jason était assis dans une salle de conférence élégante d'un des hôtels historiques de Londres, entouré de personnes qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer. La princesse Anne était là, évidemment, présidant un groupe de travail qu'elle avait très vite monté sur la question des vétérans sans abri. Thomas était là aussi, propre désormais, avec des vêtements neufs, ayant passé les dernières semaines dans un programme de logement transitoire que la princesse avait organisé. Mais il y avait aussi d'autres personnes, des responsables associatifs, des psychologues spécialisés dans le PTSD, des représentants du ministère du Logement, même quelques politiciens qui avaient été contraints par la couverture virale de ce jour-là, devant le palais, à prêter attention. Et, à la surprise de Jason, Victor Ashford était là aussi. Il avait tenu parole en créant un fonds conséquent pour soutenir les vétérans, mais plus important encore, il avait commencé à venir, à écouter, à apprendre. Il était encore maladroit, il faisait encore des erreurs, mais il essayait. Et Jason avait appris à respecter l'effort sincère même lorsqu'il était imparfait. « Ce que nous devons comprendre, » disait Thomas, sa voix claire et assurée d'une manière qu'elle n'avait jamais été lorsqu'il était assis sur ce trottoir glacé, c'est que le problème n'est pas seulement le logement. Ce n'est pas seulement le traitement de la santé mentale, même si Dieu sait que nous en avons besoin davantage. C'est la façon dont la société voit les vétérans. On vous met en uniforme, on vous envoie dans des endroits horribles, on vous demande de faire des choses impossibles, puis, quand vous revenez changé par ces expériences, on agit comme si c'était une faillite de caractère, au lieu d'être le résultat inévitable de ce qu'on vous a forcé à faire. La salle était silencieuse, tous absorbant ces mots, et Jason sentit cette même vague d'émotion qu'il avait ressentie des semaines plus tôt. C'était important. C'était réel. C'était le changement en train de se produire, non pas dans des abstractions politiques, mais dans des conversations humaines, réelles, vulnérables. « Alors comment change-t-on cela ?» demanda la princesse Anne, et il était clair qu'elle ne posait pas la question de manière rhétorique. Elle voulait vraiment savoir. Et tandis que la discussion continuait, que des plans prenaient forme, que des engagements étaient pris, Jason regarda autour de la salle et pensa à la manière dont un seul moment de cruauté ordinaire, confronté à un seul moment de courage, avait mené à tout cela.
Parfois, le changement se produit avec des lois votées et des politiques mises en œuvre. Mais parfois, juste parfois, il commence par une personne qui décide de voir une autre personne, de la voir vraiment, et qui refuse de détourner le regard. Et tandis que Jason regardait Thomas diriger cette salle pleine de gens puissants, non pas avec les excuses timides de quelqu'un qui avait intériorisé son invisibilité, mais avec la confiance de quelqu'un qui se souvenait enfin de sa propre valeur, il sut que ce jour de pluie devant le palais de Buckingham serait quelque chose qu'il porterait avec lui toute sa vie. Pas parce qu'il avait rompu le protocole, pas parce qu'il avait fait un discours, mais parce qu'il avait choisi, à ce moment-là, de faire passer l'humanité avant les règles, de voir une personne plutôt qu'un problème, et d'agir selon cette vision même, quand il aurait été plus facile de rester en formation et de regarder droit devant. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un prêt à faire le premier pas. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Écris dans les commentaires le mot « garde bon » pour que je laisse un joli cœur et raconte-moi. As-tu déjà été témoin ou as-tu vécu un acte de bonté qui a changé ta façon de voir la vie et les relations? Active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires du trône.